Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je vous fais des podcasts réguliers sur le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la relation, avec les dynamiques et les schémas qui peuvent se rejouer parfois entre nous. Et aujourd'hui, je vous parle des 4 F de survie qui sont un chemin parallèle ou un angle d'approche parallèle à la théorie polyvagale qui me parle beaucoup. Et chaque être humain a une histoire personnelle, un style d'attachement qu'il a construit dans l'enfance et la façon dont chaque personne a réagi aux événements plus ou moins traumatiques, à comment j'ai appris à rentrer en lien, à me protéger du lien dans le passé, ça va largement influencer le type de réaction au stress plus tard dans la vie et notamment le type de réaction au lien social, à la connexion à l'autre, à ma capacité d'entrer dans la vulnérabilité ou pas. Et la vulnérabilité, c'est un mot qui est très abstrait parce qu'on en parle beaucoup, mais très peu aide à expérimenter ça. Dans la méthode Imago, on aide à expérimenter ça et voir qu'effectivement, ces réflexes de survie, ils vont pas lâcher tout de suite, ça prend du temps. Et pour ordre d'idée, moi, ça m'a pris des années. Des années alors que j'accompagnais des personnes dans l'approche. Et le processus est parfois long et avec certaines personnes, ça peut lâcher plus vite, avec d'autres moins. En général, on choisit vraiment la personne la plus douée pour réveiller toutes nos blessures en face dans la relation amoureuse et ça prend du temps. Surtout pour les neuroatypiques, les personnes qui sont très sensibles, les personnes zèbres, etc. Alors là, je vais vraiment vous parler pas des exemples, parce que, par exemple, le besoin de plaire, ça peut être une réponse de survie. Je peux réagir face au stress dans le lien social en faisant des blagues tout le temps. Certaines personnes se cachent avec un masque, un costume de survie, de l'humour, du grand sourire lumineux tout le temps. Moi, je connais des personnes comme ça. Et c'est aussi pour ne pas être vu dessous. On a aussi le masque du still face, de la tortue, où vraiment, j'arrive plus à déboulonner mon armure et je suis rouillée dedans. Donc je suis tout le temps un peu inexpressive comme ça dans les liens, dès que quelque chose me touche que je veux cacher. Donc je ne montre rien aux autres parce que ils pourraient ne pas en prendre soin. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Donc parmi ces 4 F, c'est les 4 F en anglais. On a fight, flight, freeze and fawn. Autrement dit, on a le combat, la fuite, le figement ou l'immobilisation et la soumission. Ça, c'est les réponses de survie. C'est une adaptation du corps, de ma physiologie, de mon système nerveux à une situation qui comporte un danger. Souvent, la situation, elle comporte pas de danger. Mais mon expérience précédente qui a été engrammée dans mon système nerveux, dans ma vie avant, m'indique que c'est un danger. Donc en fait, mon système nerveux, il va détecter de façon instantanée, en pilote automatique, la meilleure manière de me protéger. Entre les différentes possibilités physiologiques, donc il y a le trio de base, il y a le combat, la fuite et se figer, se sidérer. Et puis il y a la dernière réponse qui est la soumission. Et quand ça fonctionne pas, il y a encore un autre enchaînement. Ça, vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite sur la théorie polyvagale si ça vous intéresse. Les premières réponses, elles sont en général mobilisées quand il y a un danger qui est physique, quand j'évite un camion avec le vélo, waouh, mon adrénaline monte d'un coup, mon pic d'adrénaline et hop, je vais ressentir comme une décharge dans les veines. Ou si je vis une attaque ou un accident ou une catastrophe naturelle, c'est physiologiquement normal à la base d'avoir ça. C'est quand c'est répété et que c'est suractivé dans des situations et des liens sociaux où ça n'a pas à être activé, que ça devient problématique. Par exemple, dans les relations amoureuses, dès que je vois les yeux un peu fâchés de ma partenaire, hop, ça se déclenche. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance qui se réactive. C'est un souvenir de mon parent qui était pas content qui se réactive. Et du coup, ma partenaire, dans mon exemple, se prend en fait mon réflexe de survie. Donc soit je vais figer, faire la tortue, ne plus rien dire, me fermer, soit je vais faire plein d'humour et la personne en face, dans le premier cas, elle va se sentir complètement pas comprise, pas entendue, rejetée.
et ça va lui activer ses propres mécanismes de survie. Et dans le deuxième cas, elle va se dire, mais il se fiche de moi, il prend pas du tout la responsabilité, il voit pas que c'est important et il se marre. Donc vous voyez comment ça peut se réactiver dans la relation amoureuse où ça paraît anodin, mais en fait, ça, à long terme, ça crée de l'eau dans le gaz et ça nous déconnecte profondément quand on les met pas en lumière. Face au danger perçu par un petit enfant, que la figure d'attachement, le parent qui est censé s'occuper de moi et me donner de l'amour, est peut-être pas en mesure de me répondre de façon adaptée, d'accord, que ce parent ne considère pas mes besoins émotionnels, ne me fait pas de miroir émotionnel et n'y répond pas. Par exemple, quand je suis triste, j'entends tout le temps « Ah, ça sert à rien d'être triste pour ça ». Ou quand je pleure, on me laisse pleurer seule. Je vais avoir tous ces mécanismes-là qui se mettent en route et au bout d'un moment, la dernière réponse, le faun, elle est assez relationnelle, voire purement relationnelle. Je me soumets. Mais je peux me soumettre en me rebellant. Hein. Ça veut dire que à quelque part, il y a un endroit de moi qui ne va pas accepter ça. Mais soit je suis dans le refoulement, je vais enterrer tout ce que ça me génère en moi comme émotion et comme souffrance pour ne plus le montrer, plus le ressentir. Et je vais devenir ce masque du rigide, de la rigide. Ou alors, pour pas aller dans un effondrement de moi, je vais aller peut-être dans l'humour, celui qui remet de la joie, parce que comme ça, au moins, j'ai du lien. C'est mieux que rien. Donc j'ai compris que je pouvais pas montrer mes larmes, que je pouvais pas me plaindre, qu'on s'en fout de mon émotion. Par contre, quand je suis là pour tout le monde, je fais rire tout le monde, je suis tout le temps un soleil, waouh, là c'est bon, j'ai du lien. Donc je suis aimée. Vous voyez comment ça se construit ? Allez, je continue parce que ça c'est plutôt la vidéo sur les costumes de survie. J'en ferai une deuxième d'ailleurs, un de ces 4. Le système nerveux, il va donc choisir une réponse qui est adaptée en fonction de ce qui lui est familier, qu'il connaît déjà. Un enfant qui va faire un chemin de vie dans une famille qui est plutôt sécure, on appelle ça. Donc, je vous rappelle les 4 styles d'attachement. On a évitant, ambivalent ou désorganisé, sécure et anxieux. Donc, une personne qui est sécure, qui a grandi dans un environnement safe, sécure, elle aura plutôt une bonne fluidité, une bonne souplesse par rapport à ces 4 réponses. Et elle pourra, comme un bon navigateur, naviguer d'une eau trouble à une eau profonde, à une eau tempétueuse, voilà. Naviguer facilement de l'une à l'autre. Et avec une intensité moindre. C'est-à-dire que quand je vais me retrouver dans un attachement sécure avec une personne qui a une surémotion en face ou qui a une émotion, je vais pouvoir l'accueillir avec empathie, mais ne pas me perdre dans l'autre. Je vais rester chez moi, dans mon centre, ça va pas me faire réagir corporellement. Je vais pas réagir avec agressivité, je vais accueillir ce que vit l'autre, et puis après je pose mes limites de manière saine. Je peux mobiliser une agressivité entre guillemets saine et me désengager du lien, mais en toute conscience quand je suis sécure. Et en général, ça assure une bonne protection de cette personne-là, de son intégrité physique, psychique, morale, face à un danger ou à une connexion qui est inadéquate à l'autre. Et puis, la fuite, elle sera utilisée quand la confrontation, j'ai essayé de parler à l'autre personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et que c'est pas possible. Au bout d'un moment, je me désengage du lien, mais de manière consciente. Si je suis safe, je vais plutôt utiliser le figement, pas comme un mécanisme de survie, mais je vais plus être dans la réaction, je vais être dans l'action. C'est-à-dire que je fais la différence entre quand j'ai un pouvoir d'action dans une situation et que je peux mettre en place quelque chose pour changer les choses ou quand j'en ai pas. Et si j'essaye de tisser un lien plus émotionnel dans la vulnérabilité, d'inviter l'autre personne en face plusieurs fois et que ça ne fonctionne pas, tout simplement, ça va générer un peu de tristesse, de la colère. Je vais aussi faire un processus, mais je m'éloigne tranquillement parce que je sais que ce lien n'est pas bon pour moi. Donc ça implique forcément un processus de deuil, par exemple. Mais il aura moins un effondrement interne qu'une personne qui a un attachement évitant ou anxieux ou ambivalent, qui, elles, justement, vont aller dans les extrêmes de ces réponses physiologiques. Soit je mets tout de côté pendant un moment et ça me rattrape plus tard, soit je le vis avec une intensité qui est monumentale. Enfin voilà, vous avez compris l'idée.
Les enfants qui sont assez régulièrement exposés au stress ou à un manque de miroir émotionnel, ou à du harcèlement scolaire par exemple, ou les enfants qui sont très sensibles, ils ont l'habitude d'observer le monde autour d'eux et de très très jeunes, de se poser la question dans leur tête en permanence, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, ils sont plutôt en train d'observer comment ils doivent répondre à la situation que de la vivre. Donc ça revient à les ramener dans un monde de mental, d'éther, qui n'est pas incarné. Ils sont dans leur tête tout le temps, mais ils n'ont plus de présence à leur corps très très tôt. Et ces enfants-là, ils apprennent à répondre au stress en utilisant de façon excessive une, deux ou trois de ces réponses, ou alors un enchaînement de ces réponses qui démarrent en général depuis le freeze et le fawn. Et le modèle utilisé, il va se rigidifier dans le temps. Parce que c'est un fonctionnement par défaut. Plus je me demande quelle phrase je dois dire, que j'arrive pas à me faire comprendre, alors que plus ça se met en place. Et plus je vais aussi générer, sans faire exprès, des relations qui me font rejouer ça en permanence. Parce que moi, je l'ai pas encore travaillé à l'intérieur de moi. Moi, j'ai mis des années à pouvoir regarder les gens dans les yeux et à pouvoir rester dans la vulnérabilité, à pouvoir avoir mon corps qui ne réagissait pas. Et dans certaines situations, ça se produisait. Donc, j'ai appris à les connaître, à quel moment ça se déclenche, pourquoi et avec qui. Et quand ça se déclenche, c'est un indicateur. Aujourd'hui, je les connais bien, mes indicateurs. Et j'ai mis quelques années à comprendre, en fait, mes enchaînements. Parce que j'en avais plusieurs, j'en avais pas qu'un seul. Et je pouvais avoir autant l'enchaînement très explosif que la fuite, que plein d'autres. Donc, dites-vous que vous n'en avez pas un qui réagit tout le temps de la même manière et qu'on ne va pas en 2 semaines identifier ça. Ça prend du temps, vraiment. C'est au contact du monde et des liens et de mon partenaire, ma partenaire, la personne qui m'active le plus, je peux apprendre, je peux conscientiser petit à petit ces réactions, petit à petit les changer. Rappelez-vous que c'est un processus, ça prend du temps. Et donc, quand j'ai grandi dans un contexte où je suis dépendante de mes parents quand je suis enfant, ou des personnes qui s'occupent de moi. Et du coup, quand je dois adapter mon comportement et l'expression de mes envies et de mes besoins à ce qui est indisponible chez mes parents, que je dois m'adapter parce que j'ai pas de réponse pour prendre soin de ça, ça se cristallise. Et une fois qu'on est jeune adulte et qu'on comprend les choses, ça veut pas dire qu'on va réussir à déprogrammer le programme tout de suite. Ça prend des années. Et de les mettre en lumière dans le mental, c'est chouette. Mais après, de le mettre en pratique, ça ne se répare, entre guillemets, que par répétition avec des expériences saines. Et les expériences saines, c'est moi qui vais les générer en affrontant mes peurs. Et je vais communiquer mieux pour expliquer mon fonctionnement aux autres, à mes amis, à mon partenaire, ma partenaire. Et on va en prendre soin à deux. Et je me mets avec une personne qui peut aussi faire de même. Et on fait un chemin d'engagement dans ce processus de réparation à plusieurs, à deux. Et ça nous aide en fait. C'est possible de réparer ça. Il y a plein de méthodes pour réparer ça. Donc ça, vous pouvez m'envoyer un mail pour une séance personnalisée. Si vous souhaitez travailler ça ou découvrir les vôtres, vos schémas réactionnels, je suis vraiment disponible pour ça. Donc de m'adapter, de me suradapter et d'emménager ça, qui est un aménagement de mon système nerveux, de toute ma structure physique, psychique, tout, c'est extrêmement coûteux. Les contrôles, quand on les lâche, on se rend compte à quel point ils étaient coûteux. Je peux vous dire que moi, quand j'ai lâché certains de mes contrôles, je me suis rendu compte après coup, quand je retombais dans ce même comportement, dans mon vieux travers, j'étais épuisée tout de suite. Donc, ils sont coûteux, ces contrôles. Et ça nous permet, en fait, en grandissant, de préserver le maximum de proximité avec ma famille. Et donc, de survivre. Ça, c'est physiologiquement, universellement normal. Ça veut dire que quand on arrive dans le monde, on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer, c'est tout. Et du coup, quand on est enfant, on comprend pas que l'amour ne peut pas être inconditionnel. En tant qu'enfant, on est dans l'amour inconditionnel, on a ça en nous, tous les êtres humains.
Et tout à coup, j'apprends très tôt que je suis aimée quand il y a des conditions. Quand je fais ci ou quand je fais ça, j'ai de l'attention. Quand je fais ci ou quand je fais ça, j'ai un encouragement, j'ai de la tendresse, j'ai une marque d'affection. Et à quelque part, c'est parce que on a appris à devoir remplir des conditions pour être aimé qu'aujourd'hui on ne sait plus aimer dans nos vies. Et ça, c'est un choix conscient. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer un beau miroir en face, qu'est-ce que je fais pour voir « Waouh, toi, t'es la bonne personne pour appuyer sur tous mes boutons rouges, c'est génial. » Et moi, je suis la bonne personne qui va t'appuyer sur tous tes boutons rouges. Ok, comment je vais prendre soin de ça? Plutôt que de m'amuser à te prendre pour une tablette là et faire bip, 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 et voir ce qui explose. C'est ok, on va appuyer doucement. Je vais appuyer doucement, mais je le fais en accord avec toi. Comment tu voudrais que j'appuie pour qu'il explose un peu moins fort? Vous voyez l'idée? Et c'est un beau chemin, mais il faut être prêt pour rentrer dedans. Et ça demande d'avoir fait un travail personnel au préalable. Pas forcément 10 ans de thérapie, mais d'aller vous découvrir dans ces schémas-là de vous. Comment moi je fonctionne dans ma réactivité, dans mes réflexes de survie, dans mes mécanismes de survie dans la relation. Quand je fuis, quand tout à coup je m'endors quand l'autre me parle tout le temps d'un coup, quand je m'énerve, quand ça me rend pas bien. Et comment je vais sortir de ça au bout d'un moment, quand l'armure elle a rouillé, j'ai tellement gardé l'armure que j'arrive même plus à la déboulonner tout seul. Et souvent c'est ça qui génère une profonde insécurité dans le lien relationnel, dans la relation. Parce qu'en fait, je ne sais même pas voir moi-même à quel point elle est rouillée. Et du coup, j'arrive même plus à la déboulonner. Et quand il n'y a pas une brèche dedans, la lumière, elle peut pas rentrer. Quand j'ai une armure aussi lourde, comment je veux laisser rentrer l'amour de l'autre? Comment je veux faire sortir de l'amour de moi? Et ce modèle-là, c'est en général, quand j'ai une armure bien lourde, je prends quelqu'un qui est la personne la plus douée pour avoir un marteau et dire « Vas-y, on pète ton armure !» Et du coup, comme je vois même pas encore à quel point elle me fait mal cette armure, c'est compliqué, et dans l'autre sens aussi. Ça sert à rien de se dire « Ah, mais le passé, c'est le passé, on passe à autre chose. » Oui, vous êtes pas obligé d'y aller par des techniques mentales, de revivre les souvenirs. Par contre, comme c'est enregistré dans votre système nerveux émotionnel et qu'il y a des charges très fortes souvent qui sont reliées à ça, que c'est relié c'est imprimé dans la mémoire implicite et ça colore en fait les relations aujourd'hui et toutes vos relations amoureuses, relationnelles, votre manière et votre capacité de rentrer en lien dans la vulnérabilité et pas dans des liens de surface, ça colore tout ça. Donc, aussi paradoxal que ça soit, si mes relations, y a toujours quelque chose où je me sens pas assez aimée, où je sens pas vraiment l'amour, où je sens qu'on est un peu décalé, où j'y arrive pas vraiment à brancher la prise, ou que ça semble disproportionné ou inadapté ou douloureux, ça signifie qu'à un moment donné, déjà ce comportement il était nécessaire pour survivre, mais qu'aujourd'hui il me sert plus à rien ce comportement. Inconsciemment, ces costumes, ils disent, par exemple, pour me sentir en sécurité, je dois me fondre dans les envies, les souhaits, les opinions des autres. Je dois faire des enfants à tel âge et me marier à tel âge. D'accord ? C'est un besoin de plaire et de satisfaire et de me sacrifier. Mais c'était une nécessité vitale à un moment donné. Puis je le reproduis dans ma vie d'adulte pour éviter d'être de nouveau retraumatisée. Physiquement, psychologiquement. Le moteur, c'est toujours la peur de l'abandon, du rejet et de resubir de la violence et de ressentir ce sentiment de honte ou de victime qui peut rien faire et qui se fait taper dessus. Parce que je vous assure qu'un enfant, même si on lui dit qu'il peut parler quand il subit du harcèlement scolaire, moi qui travaille dans les classes, je vois souvent ça, il est terrorisé. Donc il arrive même plus parfois à parler. Et il ne peut pas se défendre. Quand il a un groupe de 10 en permanence sur lui, il peut pas se défendre, il peut juste subir et mettre son armure. Et quand on est adulte, si je garde ce costume de victime où j'ai la sensation que je vais, quoi que je dise, quoi que je fasse, je vais resubir ça, donc je fais tout pour m'en protéger,
Ben non, en tant qu'adulte, vous avez un pouvoir personnel d'aller guérir ça, d'aller faire un chemin et de vous entourer mieux pour pouvoir enfin sentir de l'amour. Et à l'origine, c'est cet enfant intérieur ou ce petit enfant, cette petite fille que vous étiez qui était dans une obligation de satisfaire les parents, l'entourage, de faire plaisir, de toujours rendre service, de devancer carrément les besoins ou la réaction du parent pour se protéger. C'est aujourd'hui, papa, comment il va rentrer à la maison? Est-ce qu'il va rentrer fâché ou pas? Voilà, est-ce qu'il va rentrer fatigué, se mettre devant la télé et pas jouer avec moi? Donc ça, je devance carrément le besoin de l'adulte. Et puis, finalement, ça revient à m'effacer au bénéfice de l'adulte. Mais c'est l'adulte qui est adulte, c'est pas l'enfant. Et puis, en contrepartie, quelle affection il reçoit? Un regard positif, un petit peu d'humour, voilà. Et quand un enfant a dû faire des efforts pour obtenir de la connexion émotionnelle, et donc un sentiment de sécurité et d'amour inconditionnel et d'amour dans sa vie, l'amour inconditionnel, il fait pas partie de sa vie. Il n'a pas appris ça. Alors dites-vous que tous les schémas d'armure que vous rejouez entre vous dans la relation, c'est pas contre l'autre. Et des fois, oui, ils font très mal. Des fois même, on fait vivre de la trahison, enfin on trahit une personne. Mais des fois, c'est parce qu'on a tellement peur de ressentir ça à nouveau. Et on peut choisir de plus faire subir ça à l'autre, en tout cas le moins possible. Et si on continue de se faire subir ça mutuellement, on peut en prendre soin ensemble. On peut aller dans la vulnérabilité et dire « Voilà ce qui réagit chez moi, voilà ce qui réagit chez toi, comment on fait ?» Et à ce moment-là, je prends conscience des situations insupportables, l'impact qu'elles ont entre nous, là où ça nous déconnecte, où ça nous fait plus croire en la relation, là où peut-être je me dis « Ah non, c'est pas la bonne personne pour moi, il faut que j'aille voir ailleurs. » Et à ce moment-là, j'identifie et je fais un travail dessus. Pour couper, en fait, ce dialogue inconscient interne qui disait de votre enfant intérieur, puisque je peux pas me défendre, que je peux rien faire, que je trouve pas le mot impuissant, que je peux pas m'enfuir, que je suis totalement dépendant de ma famille, que je me prends l'anxiété en permanence, qu'est-ce que je dois faire? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment je pourrais être parfaite et préserver le maximum de connexions positives avec toi? Non, ça c'est les parties suradaptées. Aujourd'hui, cette partie, elle permettait d'éviter le conflit et d'éviter de pas ressentir le manque d'amour, le manque de connexion émotionnelle. À la fin, on est un splendide, sublime caméléon. Et qui suis-je? Qui suis-je quand je ne dois pas convenir à l'autre? Qui suis-je quand j'arrive à enlever mes masques et laisser rentrer une personne? Comment je me sens quand je commence à sentir un petit peu ce contact d'une personne qui est là et qui me veut vraiment du bien, pour de vrai? Est-ce que j'arrive à y croire? Est-ce que j'arrive à le recevoir? Et moi, est-ce que j'arrive à offrir ça pleinement à l'autre personne? Je vous parle pas du mental, là, ça se passe sur un autre plan. Ça se passe sur le plan de la vulnérabilité. Comment vous vous sentez à l'idée de faire l'expérience de ça dans vos vies? Et d'enlever un petit peu cette énergie de tout ce temps que vous avez passé à observer les mimiques, les réflexions, les avis des autres, qu'est-ce que vous deviez faire, pas faire. Et d'écouter les conversations pour voir, évaluer si c'était risqué d'émettre votre opinion ou pas. Ouf. Et si vous sortiez de tout ça, et surtout dans votre relation amoureuse, qu'est-ce que ça générerait de beau en fait? Et quand je vois de moi que tant que je choisis de faire plaisir aux autres à mes dépens, je serai piégée. Et si je vois de moi à chaque fois que j'utilise le calcul mental pour essayer de contrôler la relation ou la réaction de l'autre, d'accord, si je fais ça, elle va faire ça, il va faire ça, ça marche pas en fait, là je suis piégée. Je suis piégée dans ces réactions de survie. Je dois trouver le courage en fait d'abandonner le contrôle en cheminant, en étant franc, honnête, authentique avec moi et avec les autres, de mettre une congruence entre mon dire et mon faire, émotionnel, physique, verbal, mental, et laisser les autres répondre comme ils l'entendent. Et s'il se passe quelque chose en moi de l'ordre de la colère, de la tristesse ou de la honte,
je le partage à l'autre parce que c'est le fait de partager ce qui se passe en moi qui crée de la vulnérabilité et qui crée de la connexion. Donc ces problématiques d'attachement, elles sont tout le temps en train de revenir, partir. Et c'est pas si facile que ça de sentir l'amour. Pour les personnes qui n'ont pas un attachement sécure, c'est un grand chemin. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Et que ça se travaille. Et en général, on se choisit par costume de survie inversé, ce qui rend le travail bien plus intéressant, certes, mais bien plus difficile. C'est-à-dire souvent, on a une personne anxieuse avec un attachement anxieux qui va se mettre avec une personne évitante. Donc l'anxieux est tout le temps derrière l'évitant, à vouloir du lien, et l'évitant est tout le temps en train de dire « Oh, waouh, mais en plus il lit en moi, elle lit en moi, ça me fait flipper, je sais pas quoi en faire. » Ou bien elle est tout le temps sur mon dos, ça m'étouffe. Donc plus je vais rejeter l'autre, plus il va s'accrocher, plus il va lire en moi pour se suradapter. Et en général, les personnes se choisissent comme ça par lien d'attachement aussi, parce que ça fait travailler. Parce que ce qu'on cherche, c'est de réparer ça des deux côtés, justement, et d'avoir une personne qui nous offre les choses différemment. Et vous pouvez être cette personne. Donc rappelez-vous, on peut devenir le ou la bonne partenaire en faisant ce choix. Et puis, si mon interlocuteur ou mon partenaire en face montre des signes de colère, déception, distance, rejet, tristesse, critique, là, quand je vais réagir avec mes costumes de survie, c'est soit ouf, vite, je monte un besoin de flatter, de plaire, de sourire, de faire plaisir, ou je m'énerve, ou je fuis à mon tour. Ça, c'était le chemin connu auparavant à l'intérieur de votre système nerveux pour faire baisser une montée de stress insupportable. Et c'était le chemin connu pour retrouver un sentiment de sécurité interne. Aujourd'hui, il est néfaste, il fonctionne pas. C'est une sécurité illusoire parce qu'au lieu de créer du lien, ce mécanisme de rouille là, de costume de survie rouillé sur vous, d'armure, voilà, j'ai trouvé le mot, d'armure rouillée, elle vous isole des autres et surtout elle vous isole de vous-même, de votre vraie personnalité, de votre essence et elle vous fait, hop, remonter dans le mental à trouver des certitudes. Et à vous convaincre en fait de choses mentales alors qu'en fait c'était simplement d'aller sentir ça et de déboulonner l'armure, de sentir à l'instant T, ok, ça m'a mis dans l'insécurité, ça m'a fait fuir, ça m'a fait peur et voilà comment j'ai réagi mais physiologiquement, pas mentalement. Et de dire que l'amour ne peut pas être totalement inconditionnel en tant qu'humain parce qu'on est des êtres de condition. Mais par contre, c'est de vous ôter de l'idée qu'il faut forcément faire beaucoup d'efforts pour recevoir peu. Parce que c'est très faux. Quand on s'intéresse réellement à ouvrir ces espaces ensemble et à s'intéresser « Ah mais en fait, comment tu te sens aimé vraiment ?» Moi, je me sens aimé comme ça. Et que tous les deux, on partage. On peut commencer à faire plein de petits gestes qui nous coûtent pas, qui font que l'autre se sente en sécurité tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tranquille. Et se différencier des autres, de qu'est-ce que j'aime au fond, c'est quoi qui fait que moi je suis spéciale qui me différencie des autres, qu'est-ce qui fait que je suis spéciale pour cette personne parce que j'ai cette partie-là que l'autre a perdue, qu'est-ce qu'on pourrait se remplir, se compléter, qu'est-ce qui fait que je suis moi et qu'est-ce qui fait que j'agis ou je pense comme ça et est-ce que ça vient de moi ou des autres. Et je repense à la dynamique dans laquelle s'est installé ce comportement et je peux être fière de tout ce que j'ai déjà récupéré. Peut-être que vous avez cheminé déjà tellement de choses. Alors, une petite phrase d'un monsieur qui travaille sur le syndrome de stress post-traumatique, Pete Walker, dit « Je suis pas ta chose, j'ai des émotions, je ne t'appartiens pas, mes goûts me sont personnels. C'est toi l'adulte responsable. Je ne suis pas ta continuité. Je ne suis pas ton anxiolytique. Je suis moi. » Et je vous laisse avec ça. Vous pouvez la répéter, la réécouter. Et j'espère que ce podcast vous aura aidé à mettre en lumière certaines choses
Et n'hésitez pas à me contacter si besoin, à partager cette chaîne parce que ça peut aider beaucoup de personnes de mettre ça en conscience. Et moi, je vous dis merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Vous êtes pas mal d'abonnés, des nouveaux, des nouvelles. Et ça me fait plaisir. Ça m'encourage à vous faire ces posts. Et je vous dis à bientôt.